C'est parti, on va pouvoir commencer. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde Casse-Béton proposée par l'association La Belle Vie. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Un grand merci de nous rejoindre pour passer cette soirée ensemble. Donc, je suis Isabelle, chargée du pôle communication, et je vais avoir le plaisir de passer la parole à Thomas, qui va animer cette table ronde. Donc, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Isabelle. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et au nom de toute l'association La Belle Vie, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette table ronde virtuelle intitulée Casse-Béton. Donc, je me présente à mon tour. Je m'appelle Thomas. Je suis chargé de la communication et de la sensibilisation au sein de La Belle Vie. Et je vais avoir le plaisir d'animer l'événement de ce soir. Déjà, je voulais dire un grand bravo et un grand merci à toutes les équipes de La Belle Vie qui sont mobilisées pour l'organisation de l'événement ce soir. Et avant de vous présenter plus en détail le déroulé de la soirée, voici quelques éléments sur notre association. Donc, La Belle Vie est une association qui a été créée en 2009 par Claire Groslo. Nous accompagnons les lieux de vie de l'enfance, donc les crèches, les centres de loisirs et les assistantes maternelles dans la transition écologique. Nous avons développé une approche qui permet d'intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de la santé et du bien-être des enfants et des professionnels. Donc, depuis le mois de mars, nous avons lancé un grand festival de la biodiversité afin d'agir concrètement pour la protection du vivant et avoir une démarche auprès des professionnels, des familles et des institutionnels. Et donc, si vous souhaitez suivre toute l'actualité de l'association et les programmes des futurs événements, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et à vous inscrire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait sur la fiche d'inscription de ce soir qu'on va vous remettre sur le chat. Donc, concernant la table ronde de ce soir, elle a pour objectif de trouver des solutions concrètes pour les lieux de vie, pour des lieux de vie plus accueillants pour le vivant et plus sains pour l'épanouissement et la santé des enfants. Et donc, dans ce cadre, j'ai la joie d'accueillir les différentes intervenantes qui nous font plaisir de leur présence. Et je les invite à ouvrir leur micro et à dire un petit bonjour lorsque je les appelle afin qu'on puisse voir leur visage sur le Facebook Live. Donc, je vais commencer par Claire Groslo. Donc, bonsoir Claire. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. Bravo à toute l'équipe qui organise cette table ronde. Je suis ravie d'échanger avec nos co-participantes ce soir et sur un sujet qui me tient à cœur énormément, vous le savez. Voilà, bonsoir à tous. Donc Claire, tu es microbiologiste et tu es écotoxicologue et tu es aussi présidente et fondatrice de La Belle Vie. Apolline Auclair, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici, donc à distance, ce serait mieux en vrai, mais bon, en tout cas, c'est super de pouvoir organiser ce genre d'événement même à distance. Merci beaucoup. Donc, Apolline, tu es maître de conférence à l'Université de Lorraine. Tu es spécialiste de la biodiversité visible des sols. Tu es très investi dans le milieu associatif et notamment pour la sensibilisation du grand public par la science participative. Raphaël Thiollier, bonsoir. Ravie aussi de participer à cet échange ce soir. Raphaël, tu es chef de projet Oasis, donc tu accompagnes les établissements scolaires dans la définition de leurs projets de réaménagement de cours de récréation. Tu pourras nous en dire un peu plus tout à l'heure. Stéphanie Courtade, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je suis directrice d'une crèche parentale sur La Rochelle, petit à petit, et je viens de prendre le relais. Et donc, le travail sur lequel je vais échanger avec vous n'est pas mon travail à moi uniquement, mais l'équipe de la crèche de laquelle j'ai repris la direction, et notamment un grand travail de la part de Anne de Chalandard, que je pense que vous connaissez très bien. Trop bien, et tu pourras nous en dire un peu plus tout à l'heure avec plaisir. Ophélie Damblé, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc Ophélie, tu es agricultrice urbaine et tu es youtubeuse sur la chaîne que tu as créée, Ta Mère Nature. Exactement, qui parle beaucoup de végétalisation en ville. Voilà. Parfait. Et pour commencer et afin de faire un peu plus connaissance avec les différentes intervenants, donc je vous propose un petit brise-glace. Donc est-ce qu'à tour de rôle, vous pouvez
nous dire un souvenir marquant de votre enfance avec la nature. Peut-être Ophélie, comme tu as terminé, tu peux peut-être commencer. Alors, je pensais que gamine, j'étais pas très dans l'idée de l'écologie, etc., que c'était pas quelque chose qui m'intéressait trop. Et finalement, en faisant du tri dans mes affaires d'enfance, je suis retombée sur un petit mot où j'avais 12 ans et en fait, je voulais monter une brigade de la nature dans laquelle on ferait des ateliers pour construire des cabanes pour les oiseaux, etc. Donc, en fait, je pensais pas que j'étais aussi engagée à cet âge-là. Déjà activiste, quoi. Ben ouais, sans le savoir. Trop bien, merci beaucoup. Stéphanie, est-ce que tu veux nous faire part d'un souvenir d'enfance également? Et ben, en fait, moi, quand j'ai réfléchi là, en préparant cette table ronde, je me suis rendu compte que j'en avais pas un, j'en avais plein. Donc, moi, j'ai grandi dans la nature, préparé les potagers avec mon papa, manger les premières tomates début juillet coupées avec son couteau, préparer les semis, les fleurs, cacher dans la forêt en Corrèze chez les grands-parents en attendant que les chevreuils sortent, ramasser les champignons, les escargots quand il pleut. Enfin, je me suis rendu compte, merci, que en fait, la nature m'avait permis de bien grandir et faisait partie de mon univers pleinement, quoi. Donc, même charger les fourmis. Moi, ça m'a fait rire parce que je me suis rappelée petite, passer énormément d'heures dans le jardin et je chargeais les fourmis. C'est-à-dire que j'essayais de leur mettre des petites choses sur le dos pour voir si elles pouvaient les transporter. Donc, voilà. Sur Facebook. Trop sympa. Merci. Raphaël, est-ce que tu peux nous faire part d'un souvenir également? Oui, moi je vais faire part d'un souvenir en lien avec la cour d'école, puisque c'est aussi le sujet dont je vais parler ce soir. J'avais la chance d'avoir une cour qui était assez minérale, mais quand même avec un petit espace d'arbres et de pleine terre, dans lequel on jouait beaucoup. On jouait aux billes, notamment dans les racines des arbres. Et une fois, il y avait eu un peu de verglas, et on avait eu le droit de glisser. C'était un espace qui était un peu en pente. Dans cet espace-là, et je pense que c'était la meilleure récré de toute ma vie, de pouvoir faire des glissades sur cet espace verglacé naturel. Voilà. Parfait, merci beaucoup. C'est assez chouette d'entendre tous ces beaux souvenirs d'enfance. Apolline, je te laisse la parole. Alors moi aussi, j'ai grandi à la campagne, donc j'ai eu la chance d'être entourée de nature jusqu'à mes 18 ans. Et ce que je dis souvent, c'est que je me suis ennuyée pendant les vacances. Et grâce à cet ennui, ça m'a ouvert à observer, donc à écouter les oiseaux, à observer toutes les couleurs des oiseaux différents, à tomber aussi, à avoir des fourmis sur le genou. Alors je pensais qu'elles allaient me manger, mais en fait non, pas du tout. Enfin voilà, j'ai aussi plein de bons souvenirs. Merci beaucoup. Claire, je te laisse conclure. Ouais, alors c'est des super souvenirs qui me rappellent les miens aussi. Bon, je vais vous faire le coup du cloporte parce qu'en fait, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je les invente pas mes souvenirs. Un de mes plus vieux souvenirs de nature, c'est la rencontre avec les petits cloportes dans la cour d'école de mon école maternelle. Donc Raphaël, ça fait écho avec ton souvenir. Et il y avait des barreaux. On ne pouvait pas aller sur la pelouse, donc il y avait des espèces de barreaux, mais je me débrouillais quand même pour passer la main et aller les rencontrer. Et j'adorais ces petites boules, ces petits animaux qui se mettent en boule. Et je les gardais dans la main et la maîtresse n'arrivait pas à me faire ouvrir la main. Donc, c'était en arrivant à la maison que ma mère arrivait à les libérer. Voilà, donc ces fameuses cours de premier lieu de vie où on a été, où on a vécu, sont des ressources incroyables. Donc, j'ai une très, très grande affection pour les cloportes. Voilà. Merci beaucoup. Et merci pour tous ces beaux souvenirs. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose maintenant à toutes et à tous de répondre à un petit sondage. Donc, Isabelle va vous mettre sur le chat du Zoom et du Facebook Live un lien que vous pouvez ouvrir. Et dedans, vous pouvez indiquer un mot qui définit pour vous ce qu'est le sol. Donc, vous allez voir, c'est un petit lien. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez juste à remplir un petit mot. J'espère que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas.
En fait, il n'est pas en lien, il est juste en… Ah. Alors, on va essayer de rattraper. Non, ça ne marche pas. Bon, on va… Si, là, ça marche. Là, ça marche? Parfait. Je pense, oui. Il y a déjà quelques personnes qui ont noté Trop bien. quelques mots-clés. Alors, on vous laisse quelques secondes pour remplir. Donc, vous mettez juste un mot pour vous, un mot qui pour vous définit ce qu'est un sol. Tu as des réponses, Isabelle? Par contre, tu as coupé ton micro. Donc, je vais laisser maintenant Isabelle afficher le nuage de mots en partage d'écran. Et je profite de ce moment pour faire la transition vers la première question auprès d'Apolline, qui pourra commenter en même temps ce nuage de mots qui est en train de se dessiner devant vous. Et surtout, n'hésitez pas tout au long des échanges à poser vos questions sur le chat du Zoom ou du Facebook, et on y répondra avec grand plaisir après cette première salve de questions. Donc, Apolline, est-ce que tu peux essayer de nous définir ce qu'est pour toi la biodiversité et quels sont les enjeux de la biodiversité, notamment dans le sol? Et peut-être en t'aidant aussi du nuage de mots qui est en train de se dessiner, nous dire qu'est-ce qu'est un sol, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, en tout cas, de ce que je vois, ça reste toujours le mot hyper, enfin, le plus gros. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes l'ont cité, c'est la vie, je vois, par rapport au sol. Donc, ça tombe bien par rapport au sujet de la biodiversité des sols que je vais introduire. Déjà, biodiversité, je pense que ça parle beaucoup aux gens, puisque c'est un mot qu'on entend assez facilement partout, je dirais. Donc, c'est l'ensemble des formes de vie, hein. Donc, ça peut être aussi bien des plantes, des animaux et des choses invisibles comme les micro-organismes qui sont hyper importants aussi. Et puis, quand on va dans le détail de cette notion de biodiversité, normalement, on peut aller à toutes les échelles. Donc, ça pourrait être du gène jusqu'à l'écosystème même en général, quoi. Donc voilà, c'est pour aller assez rapidement sur cette définition de la biodiversité. Et puis moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est le fait que la biodiversité, elle est fonctionnelle. Et je pense que c'est des choses aussi qu'on aura l'occasion de rediscuter. C'est certes, il y a plein de vies et ça, c'est génial. Justement, c'est à nous, humains, de faire attention à cette vie parce que nous aussi, on est vivants et on a besoin de cette vie pour survivre. Et justement, comprendre les besoins de cette biodiversité et savoir ce qu'elle fait en fait dans la vie, tout simplement, pour pouvoir aménager des lieux exprès pour elle. Voilà, donc est-ce qu'il faut que je… Ah oui, le sol, pour le définir. Donc en tout cas, bravo à toutes vos propositions. J'aime bien le mot usine aussi, parce que c'est vrai qu'on dit des fois que le sol est l'usine de la vie, quand il est vivant, bien sûr. Donc ça aussi, c'est plein de sujets qui peuvent être débattus, hein. Est-ce qu'un sol est toujours vivant ou pas? En tout cas, nous, on a envie qu'il soit vivant, on va en reparler. La richesse, vie, support. Donc clairement, vous avez raison aussi, le côté support, surtout en ville, la première fonction, on va dire, du sol urbain, ça va être d'être support de bâtiments. Et ça, c'est hyper important. Mais justement, si on peut avoir un bâtiment et en même temps un peu de verdure, on va en reparler, ça peut être super intéressant. Voilà, donc après, je vois la terre. Forcément, quand on pense sol, on pense aussi terre. Donc, en termes de substrat, on va dire, et c'est nommé substrat. Et puis après, vous avez proposé des bestioles, donc le ver, des fourmis. Il n'y a pas le mot cloporte qui est ressorti d'ailleurs. Il y a micro-organismes, racines, chatouille. Ça, c'est intéressant. Le sol qui chatouille. Après, voilà, sécurité aussi, je vois. Nourriture, oui, bien sûr, terre nourricière. Donc, en effet, une autre fonction du sol, c'est aussi d'apporter, enfin, de faire pousser de la biomasse, comme on dirait. Justement, si le sol est en bonne forme et nous permet de nous nourrir ou avoir des jolies petites plantes, etc. Donc, voilà. Il y a même ou mémé, je ne sais pas si c'est… je ne sais pas comment il faut lire le mot. Et est-ce que tu peux peut-être nous définir un peu, parce qu'on est dans le cadre aussi du Festival de la biodiversité, donc peut-être nous définir un peu ce
ce qui est la biodiversité et quels sont les grands enjeux du moment, liés à cette question de biodiversité, et peut-être mettre un petit axe par rapport à la biodiversité du sol. Alors déjà, je vais parler de la biodiversité en général. Je pense que vous avez tous entendu qu'enfin, on a de plus en plus de chiffres justement sur le fait que la biodiversité est en train de décroître ou de disparaître. Donc c'est, je pense, un sujet un peu brûlant, comme on dirait aujourd'hui, et une urgence à trouver des solutions pour essayer de faire attention à cette biodiversité. Et puis pour focaliser plus sur mon domaine qui est la biodiversité des sols, que je connais encore mieux pour le coup, moi, je suis aussi frustrée parce qu'on manque énormément de données. Donc, par exemple, si on reparle du rapport là, de l'IPBES qui est sorti en 2019, il n'y a rien sur les sols. Donc, c'est assez simple. Il y a tellement peu de scientifiques sur ce compartiment qu'on a très peu de connaissances. Donc, c'est ça aussi, d'où l'importance pour moi aussi de sensibiliser au maximum. Et justement, on aura l'occasion d'en parler. Mais avec tout ce qui est sciences participatives, on peut aussi relier quiconque veut observer un petit organisme du sol. Donc, même Claire qui nommait les cloportes, ça fait partie de mes organismes adorés. Et justement, si vous me demandez combien il y a de cloportes en ville, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de données. Donc, vous voyez, c'est des détails tout simples. Et on pourrait dire que c'est une question bête, mais en fait, aucune donnée nous permet de répondre à cette simple question. Voilà pour rapidement dire où on en est. Et après, je pense que vous avez conscience, je n'ai pas envie d'être trop pessimiste, on va rester optimiste ce soir, mais bien sûr, il y a plein de pression sur cette biodiversité. On parle d'artificialisation des sols, puisqu'on aura tendance à construire des nouveaux bâtiments, des nouvelles maisons. On détruit les sols agricoles. Il y a des pollutions, enfin voilà, je pourrais lister plein de choses négatives, mais j'ai pas envie, parce que je pense que vous en avez conscience et on va plus essayer de trouver des solutions de comment agir pour la biodiversité ce soir. Voilà. Et tu me fais une super transition, je te remercie. Et donc je passe la seconde question va être pour Ophélie. Donc toi, par tes actions à la fois de sensibilisation sur ta chaîne YouTube, mais aussi tes actions concrètes que tu fais comme agricultrice urbaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu essaies de répondre à ces enjeux par tes différentes actions? Alors effectivement, pour la petite histoire, je me suis reconvertie dans l'agriculture urbaine il y a seulement 4 ans et on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à se tourner vers ces métiers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en ville aujourd'hui, là, on voit de plus en plus de projets émerger. Alors la plupart du temps hors sol, puisque c'est ça aussi le problème de la ville, c'est qu'on est souvent hors sol et qu'on doit composer avec ce béton qui est déjà là. Mais ce qui est intéressant là à voir, c'est que finalement la biodiversité, on peut aussi la ramener sur des zones un peu incongrues comme des toits, sur des façades. Et donc voilà, ça c'est un peu le volet, on va dire, agriculture urbaine où il y a quand même un métier qui est en train de se développer aujourd'hui. Après, sur le volet un petit peu plus citoyen, voire même militant et activiste, moi, je me suis beaucoup intéressée au mouvement de la Green Guerilla, par exemple, qui est un mouvement qui existe depuis les années 70 et qui, en gros, appelle les citoyens à se réapproprier la rue en la végétalisant, sans forcément remplir de permis de végétaliser ou autre. Et là, finalement, on va un peu changer de regard sur ce qui nous entoure. Et même si on est entouré de béton, l'idée, c'est de chercher un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc, c'est pourquoi pas déposer des pots sur des rambardes, aller déposer quelques graines dans des fissures de murs, s'emparer de terre-plein où finalement on avait juste du gazon pas très, très intéressant pour venir y semer des graines mellifères qui vont être beaucoup plus intéressantes pour les pollinisateurs. Et tout ça, ça va finir par, pourquoi pas aussi se pérenniser. Certains projets finissent par être officialisés en jardin partagé, par exemple. Il y a plusieurs exemples comme ça. Après, on peut aussi parler, pourquoi pas, du mouvement des zones à défendre. Donc, ces citoyens aussi qui décident d'occuper des espaces qui sont menacés par des projets de bétonisation. Et là, c'est super intéressant aussi, puisque c'est vraiment du militantisme très, très, très concret. On n'est plus sur aller remplir des pétitions en ligne. Là, on occupe des espaces. Et donc voilà, moi, c'est des choses que j'essaye de mettre en lumière via les réseaux sociaux, via des livres et aussi en atelier
pour former les gens et leur dire que surtout, on n'a pas besoin d'avoir fait 15 ans en agronomie pour arriver à faire pousser des choses. Voilà. Trop bien. Et donc, si on veut te suivre ou faire un peu la même chose que toi, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube et… Alors, Ta Mère Nature, bah, effectivement, je suis sur YouTube, Instagram, Facebook. Et puis, pour les Parisiens ou Franciliens, je suis dans le 93 à la Cité Fertile, qui est un tiers-lieu dédié à la transition écologique. Et justement, le 93 est un territoire qui est très bétonisé. Et c'est justement dans ces endroits-là où il y a beaucoup à faire et où finalement, je ne suis évidemment pas la seule à monter ce type de projet comme une pépinière voilà, dans la Cité Fertile. Il y a aussi plein de jardins partagés, de jardins ouvriers. Et là, d'ailleurs, c'est un enjeu assez intéressant puisque les Jeux Olympiques arrivent en 2024 et on a certains jardins ouvriers qui sont menacés aujourd'hui. Et donc, beaucoup de citoyens se mobilisent pour les protéger. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va un peu recentrer la discussion sur les enjeux de l'enfant et des jeunes enfants. Donc Claire, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance dès le plus jeune âge d'être au contact avec la terre en tant que matière et donc pourquoi favoriser les actions dont parlait Ophélie à l'instant par rapport aux enjeux que nous a expliqué Apolline sur l'enfant. Alors, merci beaucoup pour la question. Merci pour ces premières interventions. Alors, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi parce que je n'ai que mon humble avis et que je n'ai pas la connaissance absolue de ce qu'il faut pour un enfant. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose qui est un peu mon credo aussi, c'est que je vais vous rappeler que nous faisons partie du règne animal. Donc, nous sommes des animaux et les enfants de moins de 6 ans sont des petits d'hommes. Est-ce que vous vous êtes posé la question de leur supprimer l'eau ou l'air? Pour moi, c'est exactement le même sujet. Si on décide d'enlever la terre à des êtres vivants, c'est comme si on décidait de leur enlever l'eau ou l'air. Alors, je sais bien, et j'ai 53 ans, donc je sais d'où on vient, et j'ai vécu ce processus qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Mais le cri du cœur, plus qu'un coup de gueule qu'on a envie de pousser chez La Belle Vie, c'est arrêtons ce processus hors sol, même si, Ophélie, toi, effectivement, tu te débrouilles pour le faire hors sol pour les végétaux quand c'est bétonné, mais nous sommes persuadés que les enfants ont besoin du contact de la terre. Alors après, je peux mettre ma casquette de biologiste, ma casquette de toxicologue et me dire, oui, alors la terre, c'est une terre nourricière, c'est la vie, c'est le mot qui est sorti dans notre nuage de mots essentiels. Le début de la vie, c'est le micro-organisme. Donc les enfants, en étant au contact avec la terre, enrichissent leur microbiote. Vous savez que nous hébergeons des milliards de cellules étrangères qui sont des micro-organismes avec lesquels nous vivons. Certains parfois nous causent des tracas, mais la plupart d'entre eux sont absolument essentiels à notre vie et à notre bonne santé. Et donc, nous sommes en train de travailler sur comment, de revisiter sur comment on nourrit notre microbiote. Et il y a une quantité incroyable de publis en ce moment sur le microbiote et comment on se le crée et comment on le nourrit et comment il évolue tout au long de notre vie. Le sol, la terre, est une des sources les plus efficaces de micro-organismes pour nous. Pour nous aider à vivre, pour nous aider à enrichir notre microbiote. Alors, on connaît le microbiote des intestins, mais sachez qu'on en a partout, dans les trous de nez, sur la peau, dans les poumons, enfin, il y en a absolument partout. Et donc, cette terre permet aux enfants d'enrichir leur microbiote. Ensuite, cette terre permet aux enfants de stimuler leur immunité. On en entend parler un petit peu en ce moment de ce sujet. La meilleure façon de stimuler, enfin, de travailler notre immunité, c'est de la stimuler en douceur et régulièrement, le plus souvent possible. On n'est pas obligé d'attendre de vivre des crises sanitaires comme celle-ci pour s'en rendre compte. Et donc, les enfants, au contact de la terre,
stimule leur immunité. Après, je peux mettre ma casquette de biologiste, non pas micro, mais de biologiste naturaliste. Et Apolline le rappelait, la Terre est l'endroit, la maison, l'hébergement d'une quantité de vie animale avec laquelle je pense indispensable pour l'enfant de la rencontrer en fait. Vous devez connaître tous ce dessin animé qui s'appelait Microcosmos, ou c'est un film qui s'appelait Microcosmos, c'est un film, même mieux qu'un dessin animé. Voilà, pour toutes les raisons, pour chaque image de Microcosmos, l'enfant a besoin d'être au contact de la Terre. Pour observer la fourmi qu'on charge, alors ne chargez pas trop quand même, pour observer la fourmi qui circule, pour observer le perce-oreille, pour observer le cloporte, pour observer le lombric, peu importe, mais en tout cas, voilà, l'enfant, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de rencontrer nos congénères, nous avons aussi besoin de rencontrer d'autres espèces animales, et la terre, le sol est le socle de base avec lequel nous devons rentrer en contact pour nous émerveiller et puis pour pour grandir, pour rencontrer l'étranger aussi. Ensuite, je vais planer un peu plus. Là, je mets ma casquette d'approche holistique et énergétique. On sait, il y a aussi un certain nombre de publics aujourd'hui qui nous disent même qu'il faut marcher à nouveau pieds nus. Au cas où on l'aurait oublié et au cas où on arrête de le faire et où on pense que marcher pieds nus représente plus de dangers, plus d'inconvénients que d'intérêts. Il faut marcher pieds nus. Encore une fois, nous sommes des êtres vivants de cette planète Terre. Il y a des énergies qui circulent. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, mais en tout cas, cette énergie circule malgré votre adhésion ou pas. Et marchez pieds nus. D'ailleurs, faites l'expérience. Faites-vous l'expérience. Enlevez vos chaussures, mettez-vous sur n'importe quel sol vivant, enherbé, caillouté, boueux, ce que vous voulez, et ressentez. Fermez les yeux, ressentez, écoutez votre germe, écoutez votre rythme cardiaque, et vous verrez l'effet que ça vous fait. Imaginez ce que ça peut faire à un bout de chou qui tient à peine debout, d'avoir l'occasion de le faire. Et surtout, imaginez un bout de chou qui tient à peine debout, de ne jamais avoir l'occasion de le faire dans toute sa vie, ou trop peu, ou trop tard. Voilà. Pensez à ça et je pense que vous trouverez la solution, voilà, et les réponses. Donc, c'est une urgence et c'est fondamental. Et si on a appelé cette table ronde casse-béton, c'est parce qu'on pense qu'il faut retrouver ce sol, il faut retrouver cette terre et il est urgent de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Donc toi, Raphaël, tu mets directement en pratique tout ce qui vient d'être énuméré par Claire, donc par tes actions dans les cours d'école. Littéralement, tu casses le béton, vous cassez le béton avec les oasis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement la réflexion que vous avez et comment ça se passe? Et je laisse Isabelle en même temps diffuser, partager les photos que tu nous as transmises. Pardon, super, merci beaucoup. Oui, peut-être préciser, parce que je crois que je ne l'ai pas encore dit jusqu'ici, mais je travaille donc pour la ville de Paris, qui met en place ce projet des cours Oasis depuis 3 ans maintenant, et on prépare la 4e génération de cours. Du coup, vous avez sous les yeux quelques réalisations de cours parisiennes. Ce qu'on porte à Paris, c'est vraiment l'enjeu d'avoir des nouveaux espaces de cours. C'est des espaces transformés qui répondent beaucoup mieux aux besoins des enfants. Parce qu'on a un vrai enjeu sur plein d'aspects différents. C'est un projet qui recoupe plein d'enjeux. En fait, à la fois en termes écologiques, d'adaptation au changement climatique, il y a un besoin urgent de travailler sur ces espaces qui sont encore aujourd'hui trop minéraux, donc qui contribuent à l'effet des lots de chaleur urbains, en tout cas à Paris, et qui ne servent pas du tout l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol, par exemple, qui sont des sols morts, bétonnés. Voilà. Et donc, il y a un vrai enjeu de travailler sur ces espaces. Et en fait, c'est des espaces dans lesquels les enfants passent 3 heures par jour. Donc, c'est énorme, en fait, comme temps, au minimum. Voilà. Et donc, c'est tellement frustrant de se dire que ces espaces ne leur apportent pas plus aujourd'hui de bienfaits, à la fois en termes de bien-être global, d'être dans des espaces plus paysagers, plus agréables, et puis aussi en termes de développement personnel, moteur, cognitif, social. On sait bien que dans des espaces comme ça, les enfants vont être
dans des interactions très différentes avec les autres et avec leur environnement. Donc voilà, on essaye à Paris de transformer progressivement les cours en faisant ce pari que, voilà, que dans un quotidien, enfin dans un lien durable et quotidien avec la nature, les enfants vont avoir une autre vision de l'avenir aussi, et puis seront des citoyens plus tard qui auront envie de, voilà, de voilà, avoir d'autres liens avec la nature et leur environnement et les autres. Là, vous avez quelques images d'appropriation de ces espaces. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être préciser, enfin, moi aussi j'évoquais le fait que ces espaces sont trop peu utilisés pour le développement. Il y a un pédagogue américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Louv, que peut-être vous connaissez, qui travaille sur le manque de nature, le syndrome de manque de nature chez les enfants, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus, et il parle des cours d'école en disant que, en fait, dans les cours classiques, les enfants dans les enfants qui sont valorisés dans le groupe social des enfants, socialement, c'est ceux qui vont être les plus performants dans la course, voilà, qui sont les plus forts aussi d'un point de vue physique. Alors que dans des espaces végétalisés naturels, les enfants qui sont le plus valorisés dans le groupe, c'est ceux qui sont les plus créatifs et les plus dans la coopération. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de société autour de ces enjeux, autour de ces aspects, à la fois que les enfants voilà, soient en contact avec la nature de façon plus fréquente, mais aussi dans les interactions qu'ils vont avoir entre eux, parce que pour moi, tout est lié, hein, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas forcément des enfants sensibilisés à l'écologie et des futurs éco-citoyens, mais aussi des gens qui vont devoir vivre ensemble. Donc voilà, il y a un vrai enjeu très fort là-dessus. On travaille aussi sur les questions d'apprentissage par le risque, qui sont une dimension vraiment très importante du développement de l'enfant. Pour gagner en zone de confort, il faut pouvoir faire des allers-retours dans une zone de risque. Et donc ça, c'est aussi un aspect qu'on travaille dans ces cours. Et c'est bien plus efficace et intéressant dans un espace naturel. Et juste pour terminer, peut-être, on en est très fiers. Vous voyez là-haut une petite rivière pédagogique installée. C'est dans le 15e à Paris, c'est en plein Paris. On en est très fiers. Donc voilà, les enfants peuvent... C'est de l'eau de pluie qui est alimentée donc, par une cuve de récupération, qui est ouverte quand il y a besoin. L'eau stagne pas en permanence pour éviter moustiques ou autres de façon trop importante. Et l'eau se déverse dans un jardin humide. Mais voilà, les enfants peuvent avoir accès à l'eau de pluie et la voir s'écouler tout doucement dans cette petite rivière, en pleine récréation, en plein Paris. Voilà, c'est quand même assez magique quand j'y suis passée à la rentrée et qu'elle a été inaugurée. On se dit que voilà, on construit une nouvelle génération avec ce type d'espace. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est assez le terme magique fonctionne assez bien. Peut-être pour compléter un petit peu, Apolline, toi, tu as un début de démarche un peu similaire sur Lyon, il me semble. Est-ce que tu veux compléter un petit peu ce qui vient d'être dit? C'est plus dans le nord-est, à Strasbourg. Pardon, excuse-moi. Pas de problème. Alors, donc en fait, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sol en ville, un projet sur 2 ans. Et il se trouve que ce projet permet de rassembler des chercheurs avec l'Université de Strasbourg, hein, la métropole, enfin l'Eurométropole de Strasbourg, et des citoyens et des associations aussi. Et donc, l'idée, en fait, c'est de faire déjà un recensement de la biodiversité des sols. Et on profite justement de ce qu'a mis en place la municipalité de l'Eurométropole de Strasbourg dans la déminéralisation des cours d'école pour évaluer justement comment la nature recolonise tout ça. Parce que nous, en tant que chercheurs, par exemple, on va jamais, je vous ai dit déjà, on a très peu de connaissances sur la biodiversité des sols urbains, mais en plus, savoir à quel point elle va recoloniser vite. Et donc, c'est aussi avec un suivi des plantes, ça peut être toujours intéressant de savoir quelle plante arrive, quel organisme. Bien sûr, en fonction des réserves d'espèces autour, vous imaginez bien s'il n'y a rien et tout est bitumé partout, sauf la cour d'école, on va attendre très longtemps. Mais justement, c'est hyper intéressant de pouvoir être là dès le début d'une déminéralisation, je dirais, quand on enlève le béton ou autre support minéral. Et comme ça, on voit quel organisme arrive, quand, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on va réussir à réunir plusieurs personnes autour d'un projet comme ceci. Donc oui, en effet, on va le faire parce que là, j'ai vu qu'ils avaient lancé les appels pour le financement de ce débétonnage des cours d'école. Donc je pense que ça ne va pas tarder à démarrer pour tout ce qui est suivi de biodiversité suite à cette opération. Super, je te remercie. Et donc Stéphanie, toi et tes équipes et ta prédécesseuse, vous avez mis en place cette démarche de végétalisation des cours de la cour de récré de la crèche petit à petit à La Rochelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
comment ça s'est mis en place et aussi les impacts que vous avez pu voir sur les familles et notamment sur les enfants, mais aussi sur les professionnels. Il faut que tu allumes ton micro, Stéphanie. Il est toujours éteint. Et Isabelle, tu peux diffuser les photos aussi. Excusez-moi. Oui, je disais, ce n'est pas une cour de récré, c'est un vrai jardin de vie et ça fait partie de la crèche, quoi. C'est vraiment le lieu de vie des enfants, comme la salle où on prend les repas, comme le coin change, comme les dortoirs, quoi. L'espace jardin est vraiment très investi par les enfants et ils sortent tous les jours. Alors moi, le travail que je vais présenter là ce soir et toute la démarche, elle est à l'initiative de Anne de Chalandard, donc, qui est la fondatrice de la crèche il y a plus de 30 ans. Et il y a déjà plus de 30 ans, elle avait pensé cette structure avec justement un espace extérieur, parce que la crèche se trouve à La Rochelle, en centre-ville, mais il y a un espace jardin végétalisé très important autour de la crèche. Donc, et il y a déjà 30 ans. Et la collaboration avec Écolo Crèche a été de pérenniser un peu cette démarche-là et d'accentuer et de remobiliser les parents, parce qu'on est une crèche parentale, les familles, les enfants et tous les partenaires avec qui on peut travailler. Donc, la démarche, elle est de vraiment mettre tout ça en œuvre en lien avec les enfants, les parents, les professionnels et les partenaires. Il y a 3 axes qui sont très importants pour nous, c'est vivre avec la nature, vivre en bonne santé et vivre ensemble. Donc, concrètement, ça veut dire quoi, vivre avec la nature? Je vais reprendre un peu ce que tout le monde a dit avant, c'est-à-dire qu'on fait partie de la nature, on a envie de l'explorer, de nous y relier et donc de la préserver et d'en prendre soin. Et les enfants, à cet âge-là, puisque nous, c'est l'accueil en crèche, c'est de tout bébé jusqu'à 6 ans, en fait, ils sont naturellement curieux, ils s'émerveillent de tout ce qui les entoure, ils observent, ils cherchent à comprendre, ils expérimentent, ils touchent, ils sentent, ils écoutent et ils prennent soin. Donc, c'est pour ça qu'il fallait leur proposer un univers dans lequel ils allaient pouvoir être très créatifs et eux-mêmes aller vers ces activités tout naturellement sans qu'on ait besoin de les organiser. Donc, le jardin, c'est vraiment le lieu essentiel de la crèche. Et les enfants, ils vont tous les jours. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent. On l'expérimente par tous les temps. Donc, il y a des bottes à la crèche, il y a des parapluies, il y a les imperméables et les enfants sortent. Et pas uniquement les grands, on sort aussi les plus petits. Et comme vous pouvez voir, on a des espaces qui sont… il y a de l'herbe, on a des grands tapis, des espaces de terre. Et les tout petits, même quand ils se déplacent à 4 pattes, et ben en fait, les parents ont tellement été impliqués dans cette démarche et dans ce projet-là qu'ils ne voient aucun problème à ce que les enfants soient dehors avec les autres à explorer dans l'herbe, à gratter, à découvrir l'univers. Donc, on observe les petites bêtes, les animaux, les chats. On a même un écureuil. On a la chance d'avoir un écureuil qui vient régulièrement nous rendre visite. Les oiseaux, on a des poules. Sur un chantier, sur un week-end avec des familles, il y a un poulailler qui a été, donc vous voyez là sur les photos, qui a été créé. Et on a 3 poules qui pondent des œufs, des super bons œufs régulièrement. On a un potager. En fait, on a 2 espaces de permaculture et ça nous permet de cultiver toute l'année. Donc, on a des fraises, on a des framboises, mais on a aussi tous les légumes qu'on peut avoir à toutes les saisons. Les semis sont préparés avec les enfants et après, on attend de pouvoir récolter ce qu'on a au niveau du potager. Donc, les professionnels et les parents et les enfants entretiennent et suivent le potager pour pouvoir le faire vivre. Et on
ça nous permet aussi de pouvoir, parce que on avait un de nos axes qui était vivre en bonne santé, donc de pouvoir aussi de se nourrir à petite échelle encore, mais quand même c'est très sympa, de nos productions. Donc les enfants vont cueillir les tomates qu'ils vont manger le midi, ils croquent les fraises et les framboises, pas au dessert, mais dans le jardin. Et puis, on récolte des choux, on récolte des topinambours cette année, enfin, et toutes les herbes aromatiques qui sont cuisinées, parce qu'on a la chance aussi d'avoir un cuisinier qui prépare sur place tout ce qu'on mange, et bien en fait, sont récoltées dans le jardin par les enfants avant d'être préparées. Donc voilà un peu concrètement comment nous, on a essayé vraiment de mettre ça en place pour répondre à tout ce que vous avez si bien défini avant que je m'exprime. Donc voilà. On travaille aussi, il y en a un compost aussi, c'est-à-dire que le jardin nous permet de nous alimenter, mais tout ce que nous, on produit comme déchets, les épluchures, les choses comme ça, sont soit donnés aux poules, soit sont mis dans le compost et nous repermettent de pouvoir observer les petites bêtes, manipuler cette terre qui des fois est chaude, qui nous permet de faire nos semis et de pouvoir refaire démarrer le potager. Donc voilà. Et on a aussi les activités pédagogiques qui tournent tout autour des choses les plus naturelles possibles. Par exemple, j'étais allée me promener en forêt, j'ai ramené de la mousse. Donc, on a fait des parterres de mousse pendant quelques semaines que les enfants marchaient dessus, manipulaient. On ramasse des pommes de pin. Ils manipulent beaucoup d'éléments naturels, les feuilles. Voilà. Donc, voilà comment concrètement on a essayé de rendre vivant tout ça. Super. Je pense que ce qu'a indiqué Véronique sur le chat révèle un peu ce que tout le monde pense et que ça fait rêver. Claire, je te voyais tout sourire pendant l'échange. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots ce que ça t'évoque et peut-être la démarche qu'a La Belle Vie est-ce que ça rentre dans la démarche qu'essaye d'avoir La Belle Vie auprès de ces crèches et comment on fait pour y arriver un maximum? Oui, alors la crèche petit à petit ne nous a pas attendus et il y a beaucoup de crèches qui ne nous attendent pas pour agir et pour faire. Nous, notre démarche, là où on peut intervenir, c'est pour en support, en aide, en soutien sur la faisabilité et avec soit des conseils, des tuyaux, mais et de la formation. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que déjà, je pense, le prérequis, c'est que le gestionnaire soit convaincu et qu'ensuite, il donne les moyens à ses équipes de retrouver ce bon sens du contact avec le reste du vivant pour les enfants. Effectivement, je reviens sur le titre de cette table ronde qui s'appelle Casse-béton. Messieurs, mesdames les gestionnaires, enlever un peu de béton, de bitume ou de sol souple des cours des établissements, autoriser une autre façon de fonctionner. Si ça vous fait peur, appelez-nous. Appelez ceux qui l'ont fait. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce genre de pratique. Je comprends qu'il puisse y en avoir, mais au final, je peux vous rassurer, il n'y a aucune raison d'avoir peur sur le fait de relaisser de la place à la terre. Et j'ai même envie de dire, c'est urgent, c'est à nous de le faire avant que les prochains aient oublié que ça existait avant. C'est-à-dire que vous tous qui êtes là, vous avez dû connaître les arbres avec de la terre autour en ville. Je crois que vous avez tous vu aussi les arbres devenir bétonnés autour de leur tronc ou avec, dans le meilleur des cas, avec une barrière aussi autour. Donc, on a tous ce vécu, ce souvenir. Donc, c'est urgent que ça soit nous qui le fassions. On ne peut pas attendre que les prochains le fassent. Voilà, donc
il faut commencer tranquille. On a travaillé avec des écologues sur la question de la biodiversité. On avait créé un petit comité. Certains nous ont dit qu'il suffit de griffer le béton, juste le griffer un peu, mais aussi de laisser la faille, vous savez, la petite fente qui se fait et de voir le petit pissenlit qui va sortir. C'est une aubaine. En fait, il ne faut pas se dire merde, mon béton, c'est foutu. Non, c'est une aubaine. Il faut le voir comme une chance et finalement laisser le faire parce que ce qu'ils nous ont dit, moi je ne l'ai pas encore testé, c'est que les graines en dessous vont pousser et que le béton va petit à petit se déliquer. Finalement, le béton n'est pas invincible face à la puissance de la force du sol. Donc voilà, dans le pire des cas, laisser la fente dans le béton survivre. Et observer ce qui se passe. Et puis sinon, si vous refaites une cour, laissez de la place pour la terre. Ophélie a plein d'astuces aussi sur comment le faire hors sol, comment redonner de la place avec une jardinière, en rajoutant de la terre au-dessus du béton. Et on l'a déjà pratiqué aussi. Merci. Est-ce que Ophélie, tu veux dire un petit mot par rapport à ça? Non, mais je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. En fait, il n'y a pas de limite, quoi. S'il y a du béton, on peut décider d'en enlever ou alors faire avec et venir rajouter des choses. Après, c'est sûr que la dimension du comestible, c'est une vraie question quand on arrive sur un sol qui est parfois déjà pollué. Donc, si on veut se lancer dans des bacs potagers, il va sans doute falloir ramener de la terre dite saine. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi quand on fait pousser des choses en ville. Après, s'il y a juste un intérêt pédagogique, tout est possible en fait à imaginer. Et c'est là où moi, j'invite un peu à vraiment voilà, changer de paradigme et ne plus voir les limites, au contraire, faire avec ce qu'on a. C'est aussi un des préceptes de la permaculture, c'est de regarder avec ce qu'on a autour de nous. Et typiquement, la Green Guerilla, c'est aussi beaucoup de récup. On fait de l'upcycling, on va récupérer ce qu'on peut trouver dans la rue qui pourrait faire office de contenant, par exemple. Et ça peut devenir une activité très rigolote. Voilà, c'est aussi être créatif avec son environnement. Merci. Peut-être pour rebondir justement sur la pollution des sols, je crois que c'est quelque chose qu'on rétorque assez souvent et une crainte que des professionnels ont ou des parents peuvent avoir sur des sols qui seront végétalisés, sur la pollution. Apolline, peut-être, est-ce que c'est un réel enjeu? Comment on peut savoir qu'un sol est pollué? C'est une question qui est sur le chat. Et est-ce qu'on peut consommer des produits qui seraient issus d'une cour végétalisée? C'est très compliqué, on va dire, la question de la pollution des sols. Donc, dans mes thématiques de recherche, j'ai tout ce qui est sol urbain et les friches industrielles, puisqu'on en a beaucoup dans le Grand Est, donc c'est assez facile. On a plein de terrains de jeu, malheureusement, je dirais, mais en même temps intéressant, parce que, en fait, il se trouve que les polluants, ils ne vont pas toujours dans le vivant. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué avec le sol, c'est qu'en fonction de son pH, je ne vais pas vous faire un cours d'agronomie parce qu'Ophélie a dit qu'en plus, on n'en a pas besoin et je suis complètement d'accord. On n'est pas obligé d'aller dans le détail pour comprendre comment ça marche. Mais en fait, il y a des polluants qui ne bougent pas. Et ça dépend des légumes. Donc, par exemple, les pommes de terre, s'il y a du plomb dans le sol, là, c'est mal barré parce qu'on sait que les pommes de terre ont tendance à capter ce plomb. Par contre, une autre plante, elle ne sera pas du tout atteinte par le plomb. Donc, c'est là aussi où on pourrait jouer avec ça. Donc, vous entendez, après, ça reste quand même compliqué parce que là, on est quand même avec la santé humaine. Donc, je suis d'accord que des fois, si on a vraiment des doutes et pas les moyens de faire des analyses, parce qu'on n'a pas encore des gros laboratoires ouverts au public pour faire des analyses de sol, je trouve ça vraiment triste, mais je pense qu'il faudrait que ça existe parce que même en tant que citoyen, si on a un jardin, on aimerait savoir notre qualité de sol avant de faire de la permaculture parce qu'on a justement envie de faire quelque chose en local. Et en plus, quand on touche à d'autres publics comme vous dans les crèches, c'est sûr que c'est encore plus complexe et là, il y a beaucoup plus de réticence à avoir. Donc, je comprends que le hors-sol, ça peut être la solution la plus rapide parce qu'au moins, en effet, on peut s'affranchir de ça, on sait quel sol on met et là, on a plus de facilité. Après, en effet, on pourrait jouer encore plus en se disant, bah, j'essaye quand même de faire pousser des choses
Et j'essaye de mesurer. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir des chercheurs avec vous parce que forcément, nous, en tant que chercheurs, on a les machines dans nos laboratoires. Ça nous permet de faire des analyses. Mais juste pour vous dire, hein, de plus en plus, maintenant, on peut quand même envoyer nos analyses, notre sol à des laboratoires. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, bah voilà, vous allez attendre longtemps. Priorité, on va dire, au projet de recherche. Ou alors à tout ce qui est dépollution des sols quand il y a une industrie qui déménage. Mais en tout cas, c'est autour de 100 € quand même une analyse de sol avec tout ce qui est polluant. Uniquement les métaux en plus, parce qu'après, je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a tout ce qui est organique. Donc, si vous avez du bitume, là, c'est encore pire parce que vous risquez d'avoir tous ces polluants organiques qui restent très longtemps. Mais la nature est bien faite et on trouve des micro-organismes qui sont aussi capables de détruire tous ces hydrocarbures, etc., qu'on trouve dans le sol. Moi, personnellement, j'ai encadré une thèse aussi d'analyse de la biodiversité des sols dans plusieurs sites pollués. Et la biodiversité des sols, elle est là. Parce qu'en fait, l'humain n'étant plus là, elle a plein de place et la nature reprend le dessus, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Donc, ça met très longtemps. Et c'est là aussi on voit la difficulté de se faire s'entendre l'homme qui a tendance à être pressé par rapport à la nature qui est très lente. Voilà. Donc, c'est aussi tous ces paradoxes qu'il faut gérer quand on a ce genre de questionnement. Et je suis d'accord, il y a urgence. Donc, pour moi, je pense qu'en ville, le plus facile aujourd'hui, ça reste de faire du hors-sol quand on a envie de consommer ses légumes. Après, si c'est juste pour mettre des fleurs, etc., et que les enfants n'avalent pas de sol, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas oublier le côté, on le prend souvent hein, dans tout ce qui est analyse de risque, l'ingestion du sol par les plus jeunes. Voilà, il y a ça à faire attention. Et puis, en fonction de ça, on évalue et on reconstitue notre cours de crèche en fonction de tout ça. Et je pense que c'est complètement jouable. Il faut juste se mettre ensemble et réfléchir à ce genre de questions. Super, merci. On va prendre des questions qui sont sur le chat. Donc, il y a Corinne qui demandait pour Claire si on peut obtenir des subventions pour la mise en place de ce type de projet. Ah oui, oui, oui. Alors, je dis oui, mais ça va dépendre de vos institutions locales. Mais aujourd'hui, malheureusement, hein, Apolline le rappelait, la biodiversité se casse la figure de façon phénoménale. Il semble que ça réveille les citoyens, mais aussi les institutions françaises. Et donc, aujourd'hui, je pense que vous pouvez demander des subventions à votre commune, à votre agglo, à votre département ou à votre région pour mettre en place ce type de projet. Il y a aussi pas mal de fondations qui soutiennent des projets de remise en place de biodiversité, enfin de corridors ou d'espaces qui vont pouvoir accueillir plus de biodiversité. Donc oui, aujourd'hui, vous tapez subvention ou aide biodiversité et vous trouverez sans doute des aides. Il existe des financements. Je voulais juste rebondir aussi sur la question des polluants dans le sol. En tant qu'écotoxicologue, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Il faut savoir que quand on a mon métier ou celui d'Apolline, on se focalise sur les sols pollués, puisque effectivement, on a tendance à aller les chercher pour les étudier. Il faut savoir que la majeure partie, la pollution du sol, il n'y a pas de la pollution absolue partout et surtout de la pollution dangereuse. Tout ça, c'est relatif. Donc, Apolline parlait des métaux, les hydrocarbures. Je confirme, tout ce qui est organique, c'est biodégradé assez rapidement. La première, peut-être si vous découvrez un sol, c'est de le laisser vivre et de le laisser à la lumière. Les UV dégradent les polluants pour un certain nombre. Les micro-organismes avec de l'oxygène aussi, sans oxygène un peu différemment. Donc, l'arroser pour qu'il soit un peu lessivé. Effectivement, s'il a été encapsulé pendant des années comme ça, il ne s'est pas passé grand-chose et on a bien conservé toute la merdouille dessous. Donc, recasser, laisser vivre, laisser les végétaux sans… La dépollution végétale, ça existe aussi. Hein. Vous laissez un envahissement naturel de végétaux qui vont se charger d'absorber, de métaboliser tout ça, tous ces polluants. Pas tous, tout le temps, mais quand même une grande partie. Je voulais donner la piste, il me semble, mais du coup, la ville de Paris, à un moment, faisait des études de sol dans toutes les crèches en fait, qui voulaient mettre en place un jardin. Donc, je pense que ça peut exister aussi dans d'autres communes qui peuvent fournir une étude de sol. Je voulais aussi donner la piste des coopératives agricoles dans lesquelles on peut trouver certaines analyses de sol. Alors, c'est payant.
mais c'est abordable. Et Apolline le répétait, c'est si vous souhaitez consommer la production. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit complément. Merci Claire. Peut-être Raphaël, tu veux compléter sur ce point et dire peut-être comment ça fonctionne à la ville de Paris pour toutes ces questions. Oui, tout à fait. Ben, en effet, on a des laboratoires aussi intégrés à la ville. C'est un peu l'avantage d'être une grosse collectivité, mais il est possible effectivement de faire appel à sinon des prestataires qui vont étudier les sols. Après, nous, on a aussi une approche. Alors à Paris, on est un peu obligé parce qu'on a un passé industriel assez lourd qui fait qu'on est vraiment obligé de savoir ce qui se passe. Mais ceci dit, on a aussi travaillé avec nos services pour pas toujours rajouter beaucoup de diagnostics pas toujours utiles. En fait, on sait aussi que les diagnostiqueurs vont avoir tendance à en prescrire beaucoup et bien sûr à se protéger aussi au maximum pour éviter tout risque et être plutôt dans le risque zéro. Nous, on a aussi pris conscience que c'était parfois qu'il y avait des solutions en fait possibles à trouver avec la mise en place, par exemple, de géotextiles, de choses comme ça pour protéger des espaces qui ont été pollués, de décrouter sur un certain nombre de centimètres aussi et de rajouter de la terre de meilleure qualité pour planter, éviter, voilà. Mais en fait, voilà, on essaye aussi d'avoir une approche, si possible, sobre de ces diagnostics parce qu'on sait aussi que, voilà, c'est pas toujours utile et en plus, souvent, ça contraint après les réalisations. Donc ça, c'est une première chose. Et après, effectivement, il y a des cours où on est obligé, on est en terrasse, enfin, voilà, donc on est obligé de faire du hors-sol aussi, y compris pour même mettre des bacs de copeaux, des choses comme ça. Donc c'est évidemment beaucoup moins pratique et on n'a plus cette vertu d'infiltration de l'eau de pluie. Mais en tout cas, voilà, il y a des solutions qui existent, il faut les chercher et voilà, réfléchir, surtout quand on a des équipes partantes. Et heureusement, on en a plusieurs à Paris dans les établissements scolaires. Il faut voilà, chercher ce qui est possible. Mais en effet, les collectivités, enfin, je rejoins ce qui a été dit, sont forcément un interlocuteur dans toutes ces démarches. Et il y en a beaucoup qui s'y mettent. Enfin, je voulais le préciser d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le grand boom des cours d'école végétales. Enfin, on a eu beaucoup d'échanges avec plein de collectivités et quasiment toutes les grandes villes en France s'y mettent et ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Enfin, Paris a un tout petit peu d'antériorité, même si Lille avait démarré aussi très tôt. Mais du coup, voilà, beaucoup de villes de tailles diverses s'y mettent. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se rapprocher de celle-ci. Et on travaille aussi avec la Fédération des conseils d'architecture, urbanisme, environnement, les CAE, qui sont des organismes associatifs. Il y en a un par département. Nous, celui de Paris a été central dans le projet Oasis parisien et ils sont aussi en lien avec tous leurs collègues un peu partout en France pour diffuser des outils. On a beaucoup de documents qui sont en accès libre et en open source. C'est vraiment l'idée du projet Oasis. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter et solliciter les CAE aussi. Merci Raphaël. Peut-être par rapport à ce que tu disais à l'instant également, tu parlais du travail avec les différentes équipes. Est-ce que vous avez un travail, vous, au sein de la ville, et pour justement faire en sorte qu'il y ait une intégration le plus possible des équipes des différentes écoles dans la revégétalisation des cours et aussi une intégration des enfants et des parents dans cette démarche? Oui, tout à fait. En fait, les cours Oasis, elles ont, alors pas pour toutes malheureusement, mais on essaie la plupart, étaient co-conçues avec les enfants. Du coup, c'est le CAE de Paris, Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement, qui nous accompagne sur ce volet et qui fait des ateliers avec les enfants où ils font des maquettes, des photomontages, différents types d'ateliers pour mieux comprendre aussi pourquoi il faut changer la cour et puis essayer de libérer un peu les imaginaires pour que les enfants se limitent pas trop aussi aux contraintes des adultes. Ils vont très vite dire que ça va être salissant et que ça va être dangereux, qui reproduisent aussi beaucoup ce que disent les adultes. Mais du coup, ils aident aussi à libérer les imaginaires et les idées. Et ensuite, ce travail est restitué aux adultes de l'école pour ensuite travailler avec les services techniques en aller-retour, les projets d'aménagement. Mais c'est vraiment intéressant, peut-être pour donner un petit exemple, dans une maternelle du 15e, celle qu'on voyait tout à l'heure avec la rivière pédagogique, les enfants ont aussi demandé des petites passerelles pour pouvoir observer les grands, parce qu'en fait, c'est une cour qui est mitoyenne d'une cour élémentaire. Et en fait, ils voulaient absolument pouvoir aller regarder ce que faisaient les grands. Et comme il y a une grille, du coup, on a fait effectivement ces petites passerelles en bois qui leur permettent de s'accrocher aux grilles et regarder ce qui se passe à côté. Et ça, on ne l'aurait jamais fait sans concevoir l'espace avec eux. Enfin, voilà. Peut-être que la végétalisation, on aurait de toute façon porté ce type
de propositions, mais par contre, voilà, recueillir leur avis, c'est vraiment utile pour faire des espaces qui leur conviennent vraiment. Merci beaucoup. Peut-être Stéphanie, tu veux rebondir sur ça aussi, sur comment les équipes au sein de la crèche se sont un peu emparées du sujet et aussi est-ce que vous avez intégré les parents et évidemment les enfants dans cette démarche. Et après, Alors, j'aurais une seconde question pour toi, à savoir si dans vos démarches, vous avez besoin de demander l'autorisation à la PMI et notamment pour les animaux. alors j'ai bien sûr que le projet, Anne ne l'a pas porté seul, c'est que ça a émergé avec tous les parents parce qu'on est une crèche parentale associative. Donc, avec un projet qui est quand même la co-construction avec les parents qui est très importante. Donc, il y a vraiment un travail de réflexion qui a été mené en lien parents, professionnels et les enfants sont initiés au quotidien à tout ce qu'on fait. C'est pas une démarche d'adulte, c'est pas une démarche sur papier, c'est vraiment quelque chose qui est vécu au quotidien. Donc voilà, et en plus, ce que je voulais dire, c'est que en fait, on observe que les enfants dans le jardin n'ont pas besoin d'énormément. On ne sort pas beaucoup de jeux. On a un petit peu de dinette et avec les herbes aromatiques, ils jouent à la dinette, avec les feuilles, ils jouent à la dinette, avec les épines de pin, ils jouent à la dinette. Et en fait, il y a des très belles interactions et ils sont très créatifs. Et on intervient très peu à l'extérieur. On est vraiment là en accompagnant et en observant. Et tout à l'heure, on parlait des petits qui mettent beaucoup à la bouche. Et on se rend compte qu'il y a des âges où ils mettent à la bouche. Mais c'est vrai que si on les apprend aussi à sensoriellement découvrir les choses avec autre chose que la bouche, c'est-à-dire avec les pieds, avec les mains, la sensation avec toutes les parties du corps, ben, on se rend compte que la bouche n'est plus la seule entrée de sensations et de découvertes. Et comme nous, on est une petite structure et c'est par choix, c'est-à-dire qu'on a 20 places et pas plus. Donc, ça laisse vraiment le temps à chacun de pouvoir évoluer à son rythme et que les petits voient les grands voient les petits. Donc en fait, c'est un chouette lieu de partage. Donc, à la question, on travaille toujours et on rebondit toujours sur ce qu'on observe, ce qu'on voit, comment on peut encore faire évoluer les choses. Bien sûr, c'est un travail qui est constamment réinterrogé. Et après, la question, la PMI nous a pas… les poules ont vraiment leur espace, c'est-à-dire qu'elles ont un poulailler qui a été construit, elles ont leurs espaces. Les œufs, on ne les consomme pas à la crèche. C'est-à-dire que le cuisinier ne les cuisine pas, mais par contre, chaque enfant, si les parents le souhaitent, chacun leur tour ramène les œufs à la maison et les cuisine à la maison. Donc voilà. Et on a aussi tout un travail, c'est-à-dire qu'on consomme des légumes qui nous sont fournis aussi par les AT. On a un lieu avec des travailleurs handicapés pas très loin de la crèche et qui font de l'agriculture biologique et qui nous fournissent aussi le complément dont on se sert pour préparer les repas. Et voilà, en gros, j'ai répondu à toutes les questions. Il y en a d'autres. On nous demandait, oui, on a quand même un petit peu de bitume, hein. On a un petit peu de bitume parce que les enfants font aussi un petit peu de vélo. Mais tout ça cohabite très bien ensemble. Super, merci. Il y a Aurélie sur le chat qui nous parle de Mood Kitchen, la cuisine debout. Est-ce que Aurélie, tu veux prendre le micro pour nous expliquer un peu ce que c'est? Normalement, tu as un petit bouton pour te démuter. Peut-être un peu pris de court.
Ah, on t'entend plus, Thomas. Il faut que tu réactives ton micro. Ah, pardon, vous m'entendez? Ouais, je disais que si Aurélie arrive à se connecter, ah non, apparemment elle ne peut pas ouvrir son micro, bon, c'est pas grave. Claire, il y avait une question pour toi, si tu pouvais préciser le lien entre le microbiote intestinal et le microbiote de la Terre. Ah bah alors, c'est pas qu'avec le microbiote intestinal et ça n'est pas qu'avec le microbiote de la Terre. Notre microbiote se construit à partir de in utero, il commence à s'élaborer. On a trouvé des micro-organismes dans le placenta. Donc, il commence à s'élaborer in utero et il va s'élaborer pendant environ 5 ans pour se construire. Et puis ensuite, il va continuer de se nourrir, de s'ensemencer régulièrement. Donc, la Terre est un milieu qui est riche en micro-organismes. Nous avons besoin de milliards de micro-organismes pour correctement fonctionner. Je ne vais même pas faire de déterminisme. C'est comme ça, on fonctionne avec des milliards de micro-organismes sur nous. Ils nous aident à métaboliser un certain nombre de nutriments. Ils prennent la place pour éviter que les pathogènes la prennent. Donc, ils nous défendent contre la plupart des pathogènes dont vous n'entendez jamais parler parce que ce sont vos amis micro-organismes qui vous en débarrassent tranquillou, pépérou. Donc, en fait, la terre, le sol nous permet, mais les plantes, les animaux domestiques, la bise de la grand-mère, la bave du copain, nous permettent de nourrir notre microbiote et de l'élaborer. Et entre 0 et 5 ans, ce microbiote se construit pleinement. Ça commence au passage à la naissance. Quand l'enfant naît, il passe dans les voies génitales naturelles et commence à ensemencer son microbiote aussi, etc. Donc, il n'y a pas un lien direct entre sol et microbiote intestinal. Il y a un lien direct entre notre environnement. Plus il est riche, plus notre microbiote sera largement ensemencé d'une grande diversité de micro-organismes qui vont nous aider à nous développer correctement et qui vont nous aider à combattre les ennemis. Suivez mon regard. Merci. J'espère que j'ai répondu. Hein. Si la question était plus précise ou je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à le dire. Je pense que tu as répondu. Nathalie, si tu as besoin de plus d'éléments, n'hésite pas à ouvrir le micro. Oui, Nathalie dit que c'est parfait. Je pense que c'est bon. Est-ce que, avant d'arrêter cette table ronde qui va arriver bientôt à son terme, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser une nouvelle question au micro ou peut-être nous faire aussi un petit retour d'expérience que vous pouvez avoir toutes et tous, soit dans les différents lieux de vie de l'enfance, si vous y travaillez, si vous êtes professionnel du monde de l'enfance ou de la petite enfance, ou si vous êtes parent, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, des choses que vous mettez vous-même en place pour casser le béton, vous mettez un lien enfant-nature. Je crois que Laftas a ouvert son micro. Je ne sais pas si c'était volontaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent dire un petit mot? C'est peut-être un peu ambitieux de ma part. Bah tant pis. Ah oui, il y a Anne qui vient de lever la main. Anne, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonsoir. Je rebondis sur ce qui a été dit. Donc, Brin d'Éveil, c'est un gestionnaire de crèche sur Bordeaux. Nous avons 8 structures et nous travaillons avec l'ensemble des structures et les familles. Nous sommes une association, justement sur la revégétalisation des espaces en crèche. Et on travaille avec une association qui s'appelle Cheminement et l'ensemble des institutions pour justement recréer des jardins, sortir du béton. Et on s'est appuyé pour amener les familles à réfléchir avec nous sur l'approche Reggio Emilia, qui justement met l'environnement au cœur des apprentissages et du développement de l'enfant. Et
les familles ont vraiment participé aussi bien au café parents qu'à toutes les animations qu'on a mis en place. Et on est en train de revégétaliser beaucoup de nos structures. On a malgré tout des freins, hein, effectivement des peurs de la part des professionnels. Et ça demande beaucoup de temps de pouvoir vraiment amener les professionnels à se sentir partie prenante de ce projet, de notre côté. Voilà. Beaucoup pour ce partage. Claire, est-ce que tu veux peut-être rebondir par rapport à ce qui a été dit et s'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Ben non, je trouve la démarche formidable et vous avez raison, c'est un chemin. Enfin, il ne faut pas se flageller parce que on a du béton, du bitume, du sol souple dans ces cours, mais aujourd'hui, enfin, dans les espaces de vie, mais en revanche, aujourd'hui, on est lucide. Vous ne pourrez plus dire que vous ne l'êtes plus, que vous ne l'êtes pas. Maintenant, nous sommes tous lucides et il faut faire tout ce qu'on peut pour remettre du végétal. Et donc, on parlait aujourd'hui du sol parce que c'est la première phase, en fait, hein. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de végétaux. Peut-être que Ophélie aussi peut nous donner des astuces. Moi, j'aime bien aussi l'idée, enfin, j'aimerais bien que tu nous en parles des bombes à graines, parce que c'est quelque chose de tellement sympa, tellement ludique en plus avec les enfants. J'ai envie de dire, achetez des bombes, faites des bombes. C'est sympa déjà de le dire, il y a casser le béton. Et le deuxième slogan de la belle vie, ça pourrait être bombarder, quoi. Donc, comment on peut faire des bombes, comment on peut en balancer partout, si tu peux expliquer ça à tous les adultes qui sont là, qui vont pouvoir le faire avec les enfants. Moi, j'adorerais et vous prendrez des photos et vous nous les enverrez. Alors, la bombe de graines, c'est à haute valeur symbolique en ce qui concerne la végétalisation urbaine, mais en réalité, c'est une pratique qu'on utilise depuis l'Égypte ancienne pour revégétaliser des zones qui sont parfois difficiles d'accès ou juste difficiles tout court, parce qu'on est sur une terre parfois trop sèche, trop tassée. Et donc, la bombe de graines, c'est tout simplement de l'argile, de la terre et des graines. Et donc, le pouvoir de l'argile, c'est qu'elle peut absorber toute l'humidité. Et donc, ça va recréer comme une sorte de coque protectrice pour les graines, pleine d'humidité aussi, et donc qui vont favoriser la germination des graines. Et on sait qu'en ville, moi, c'est du vécu, hein, dès qu'on s'amuse à semer comme ça à la volée des graines, on peut être sûr que 15 secondes après, on a plein de pigeons qui viennent tout picorer. Et donc, par exemple, voilà, les bombes de graines, ça a son intérêt, voilà, que ça germe un peu mieux. Et c'est super ludique à faire avec autant les enfants que les adultes, hein. Moi, je le fais sur tout type d'atelier parce que voilà, on remet les mains dans la terre. C'est vraiment très joyeux. On peut le faire en famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser des graines mellifères, donc des mélanges pour aussi la biodiversité. Donc, il y a cet intérêt pédagogique derrière d'expliquer pourquoi les pollinisateurs, c'est important, par exemple. Voilà. Donc, la bombe de graines, c'est vraiment à la fois très, très simple à faire, justement, quand on n'a pas spécialement de jardin. Ça peut être un premier atelier très facile à mettre en place. Donc, c'est vraiment de l'argile qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs, hein. C'est les blocs d'argile rouge, de la terre végétale, du compost, voilà, et des mélanges de graines mellifères. Merci beaucoup, Ophélie. Et je confirme, c'est assez compliqué de mettre des graines, même sur son balcon. Les pigeons, enfin, on se retrouve avec plus de moineaux et de pigeons que de petites plantes, mais c'est très agréable aussi d'avoir des petits moineaux qui viennent picorer sur son balcon. Je pense qu'on peut s'arrêter sur les questions puisqu'il commence à se faire, un peu tard et les participantes et participants commencent à partir tout doucement. Avant de conclure, on souhaitait juste refaire le même petit sondage qu'on avait fait au début de soirée. Isabelle, si tu peux remettre le nouveau lien et pour voir s'il y a une différence qui se fait entre la première fois qu'on a posé la question et la seconde. Donc c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez juste dire après les échanges ce que ça représente pour vous le sol? Vous avez le lien qui s'est
Isabelle, tu pourras remettre le nuage de points, de mots pardon, sur... Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Apparemment, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que le lien ne fonctionne pas. Bon. Eh ben, c'est pas grave. On va faire... En fait, c'est parce qu'il y a un petit... oui, c'est ça. Isabelle, il faut refaire sans le /o là. Parce que du coup, ça n'amène pas vers le code. Tu vois, il faut faire après, parce qu'après, j'ai essayé, il faut taper le code YIOAJC, mais c'est trop compliqué. Donc, il faut que tu enlèves le /o à ton lien, je pense. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, sinon... Sur le premier lien, apparemment, ça refonctionne. Non, bon. Tant pis. C'est pas très grave. On va finir sur ça. Donc, un grand merci à toutes et à tous pour ces échanges. Un merci particulier aux intervenantes qui nous ont fait un vrai plaisir de pouvoir échanger avec nous tout au long de cette soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cela vous a donné envie d'agir sur ce sujet. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook et sur Instagram. On organise le 1er juin une nouvelle table ronde, cette fois en présentiel, et vous recevrez l'invitation si vous vous êtes inscrit à l'événement de ce soir. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours le faire. Et avant de vous souhaiter une très bonne soirée, est-ce que vous pouvez toutes et tous... Je me permets juste, pardon Thomas, ça y est, désolé, ça s'affiche et ça permet de faire la transition avec cette belle table ronde. Il y a des beaux messages. Ouais, merci beaucoup pour vos messages. Si vous voyez l'écran. Super. Et peut-être juste avant que tout le monde s'en aille, est-ce que tu peux peut-être arrêter le partage de connexion et laisser tout le monde ouvrir sa caméra pour qu'on puisse prendre une petite photo de groupe en souvenir de cette belle soirée. Je vous laisse toutes et tous ouvrir votre caméra, faire votre plus beau sourire et on va faire un petit screenshot de... Je vous fais un petit sourire, vous mettez les pouces, vous applaudissez. Trop bien, merci. Super, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. C'était vraiment un plaisir et on vous retrouve bientôt pour de nouveaux événements. À très bientôt et bonne soirée.